Quand le milliardaire Arthur Thorne remarqua que la fille de sa femme de ménage essayait de cacher des bleus, il découvrit un secret si sombre qu'il brisa son silence et changea à jamais le destin de 3 vies. Tout commença par un bleu. Élise Petit, 11 ans trop jeune pour comprendre la peur, mais assez grande pour savoir la dissimuler. Un homme qui avait bâti des empires le vit d'un seul regard, une marque en forme de doigt et un silence taillé dans la terreur. Arthur Thorne avait passé des années à se cacher du monde, derrière sa fortune et les murs de sa villa perchée sur les hauteurs de Lyon. Mais ce jour-là, quelque chose se fissura, le regard d'une enfant et le souvenir d'une promesse faite autrefois par sa famille. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un riche industriel et d'une enfant blessée. Ce n'est pas seulement celle d'une fillette meurtrie et d'un homme puissant. C'est l'histoire d'un acte de courage qui réveilla un héritage oublié et bouleversa 2 destins pour toujours. Une fillette de 11 ans essayait de cacher sa douleur, mais ses yeux disaient de la vérité. Arthur Thorne vit le mensonge aussitôt un éclair de peur dans le bleu de ses yeux disparus, aussi vite qu'il était venu. Mais un homme qui avait bâti un empire européen ne manquait jamais rien. Arthur vivait dans une grande maison silencieuse sur la colline. Les voisins pensaient qu'il était un professeur à la retraite, peut-être un écrivain solitaire. Il aimait qu'on le croie ainsi. Il portait des pulls de laine simple et buvait du café noir. Cette vie discrète était un bouclier. Elle cachait l'homme qui dirigeait des conseils d'administration et faisait trembler les marchés. Elle dissimulait ses milliards. Sa femme de ménage, Sarah Petit, était une femme réservée. Elle venait 3 fois par semaine, travaillant avec une énergie nerveuse presque désespérée. Elle ne parlait jamais, sauf si on lui adressait la parole. Sa fille Élise venait souvent après l'école. Petite pour son âge, fine, aux cheveux blonds pâles, elle partageait avec sa mère la même vigilance silencieuse. Élise s'asseyait d'ordinaire à la table de la cuisine pour finir ses devoirs. Mais ce jour-là, Sarah était en retard sur son planning. Voulant aider la fillette, dépoussiérait les étagères basses du bureau. Arthur était assis dans son vieux fauteuil de cuir, un livre ouvert sur les genoux. Il ne lisait pas vraiment. Il observait les grains de poussière, danser dans la lumière dorée de l'après-midi. « Élise, fais attention, » dit Sarah, d'une voix trop aiguë pleine d'inquiétude. « Oui, maman, » murmura la fillette. Elle tendit la main vers un petit cadre posé sur l'étagère du bas. En s'étirant la manche élimée de son pull, glissa légèrement. Elle remonta juste assez pour découvrir un bleu sombre, sur son avant-bras mince, une tache violette, presque en forme de doigt. Arthur plissa les yeux. La fillette le vit regarder. Elle eut un sursaut rapide animal et tira vivement sa manche pour couvrir la marque serrant le tissu de toutes ses forces. Un froid ancien s'installa dans la poitrine d'Arthur, la colère qu'il réservait aux lâches et aux tyrans. Il posa son livre. Sa voix resta douce. « Cela a l'air douloureux, Élise. » La fillette se figea sans se retourner. « Ce n'est rien, monsieur Thorne. Cela n'en a pas l'air, » répondit-il doucement. Sarah surgit du couloir, un chiffon à la main, le visage pâle. « Elle va bien, dit-elle trop vite. Elle est simplement maladroite. »« Je suis tombée, » ajouta Élise, précipitamment sans le regarder. « Je suis tombée de mon vélo hier. » Les mots sonnaient faux, appris par cœur. Arthur regarda tour à tour la mère et la fille. Les mains de Sarah tremblaient. Élise retenait son souffle. « Une chute de vélo, » murmura-t-il. « Je vois. » Sarah s'avança, prit la fillette par le bras, pas celui du bleu l'autre. « Nous avons presque fini, monsieur. Pardon de vous déranger. Viens, Élise, à la cuisine. »« Maman, tu me fais mal » souffla la fillette. Sarah lâcha aussitôt horrifiée. « Pardon, mon ange, je suis désolée. »
Elle la poussa doucement vers la porte. « Va finir tes maths, j'arrive tout de suite. » Élise s'enfuit. Arthur se leva. Il n'était pas grand, mais sa présence imposait le silence. Il avançait avec cette autorité tranquille des hommes qui n'ont plus rien à prouver. « Sarah, dit-il. » Elle s'arrêta, le dos tourné. « Ce n'est pas une chute de vélo, déclara-t-il. Ce n'était pas une question. » Sarah se retourna lentement. Ses yeux s'écarquillèrent de peur. « S'il vous plaît, monsieur Thorne, non. C'était un accident, je vous jure. C'est juste une enfant très maladroite. »« Elle est terrifiée, » répondit Arthur. « Et vous aussi. » Les larmes montèrent aux yeux de Sarah. « Nous allons bien. Je dois finir mon travail, s'il vous plaît. » Elle s'enfuit du bureau, laissant Arthur seul. Il resta longtemps debout dans la pièce silencieuse. L'endroit où la fillette s'était tenue paraissait vide, lourd d'absence. Il connaissait la peur. Il la reconnaissait immédiatement. Ce n'était pas la crainte d'un enfant pris en faute, mais celle d'une souris acculée dans un coin. Quelqu'un faisait du mal à cet enfant, et la mère était trop effrayée pour l'en empêcher. Arthur s'approcha de l'étagère qu'Élise avait nettoyée. Il prit le petit cadre. C'était une vieille photo en noir et blanc, deux jeunes soldats souriant bras dessus bras dessous. L'un d'eux était son grand-père. Il se souvint de ce qu'Élise avait dit la semaine précédente. Elle avait vu la photo et avait pointé du doigt. « Maman dit que mon arrière-grand-père était soldat lui aussi », avait-elle dit la voix animée d'une rare fierté d'enfant. Elle dit que c'était un héros. « Ah oui », avait répondu Arthur bienveillant. Comment s'appelait-il? Michel Aubry. Maman garde sa médaille dans une boîte. Le nom était resté gravé dans l'esprit d'Arthur. Son propre grand-père lui avait parlé d'un Michel Aubry, un homme brave, celui qui s'était jeté sous le feu pour sauver 3 camarades et qui n'était jamais rentré. Arthur regarda la photo, son grand-père aux côtés du grand-père d'Élise. Et maintenant, la petite fille de cet homme, une enfant couverte de bleus et de peur. La colère froide en lui se durcit. Elle devint une promesse. Il se dirigea vers son bureau et prit son vieux téléphone portable à touche, un modèle simple. Un seul numéro y était enregistré, autre que ceux des urgences. Il appuya. 2 tonalités. Une voix claire et professionnelle répondit « Oui, monsieur ». « Jean », dit Arthur. Sa voix n'était plus douce. C'était celle qui avait bâti un empire. « J'ai un problème à la maison de la colline. »« Que voulez-vous que je fasse, monsieur ?» demanda Jean sans surprise. « J'emploie Tanzandir une femme de ménage. Elle s'appelle Sarah Petit. Elle a une fille de 11 ans, Élise. » Il fit une pause, regardant par la fenêtre le soleil descendre sur Lyon. « Je veux savoir qui leur fait du mal. Je veux savoir de qui elles ont peur. Je veux tout savoir. »« Entendu, monsieur, » répondit Jean. « Et sois discret, » ajouta Arthur. « Elles sont déjà terrifiées. Je ne veux pas aggraver les choses. Ce sera fait. Je vous tiens informé d'ici 12 heures. » Le déclic se fit entendre. Arthur reposa le téléphone. Il alla jusqu'à l'encadrement de la porte de la cuisine. Il entendait Sarah et Élise dans la pièce voisine qui murmuraient en lavant la vaisselle leurs gestes pressés et nerveux. Elles avaient hâte de partir, de fuir vers un endroit qu'elles croyaient sûr. Arthur les observa. Il sentit en lui une douleur profonde, presque physique. Ce qu'il venait de découvrir commençait déjà à lui briser le cœur. Mais il savait que ce n'était que le début. Il trouverait la vérité et il réparerait les choses quoi qu'il en coûte. Sarah frottait la dernière casserole avec des gestes frénétiques. « Élise, prends ton sac, on s'en va. »« Mais j'ai pas fini mes devoirs, » murmura l'enfant, le regard glissant vers la porte du bureau où se trouvait encore M. Thorne. « Tu les feras à la maison. Allez, prends tes affaires vite. »
La voix de Sarah n'était plus qu'un souffle tendu. Elle jetait l'eau sale, essuyait les plans de travail sans même regarder. Elle ne faisait plus le ménage. Elle fuyait. Élise descendit de sa chaise, ramassa son cahier usé et son manuel, les fourra dans un vieux sac à dos au zip cassé. Elle sentait la présence de M. Thorne dans la pièce voisine comme un poids lourd sur ses épaules. Il ne bougeait pas. Il observait simplement. Elle avait honte qu'il ait vu le bleu. Elle avait peur de ce qu'ils pourraient faire les adultes qui posèrent des questions, rendèrent toujours les choses pires ensuite. « Maman, » dit-elle d'une voix minuscule. « J'arrive, » répondit Sarah. Elle jeta le chiffon humide, prit son manteau fin accroché près de la porte. Sans même tourner la tête vers le bureau, elle lança d'une voix trop forte, trop enjouée. « Merci, Monsieur Thorne. À vendredi. » Elle attrapa la main de sa fille et l'entraîna dehors dans la lumière déclinante. Arthur entendit la porte se refermer, puis leurs pas rapides, inégaux sur le gravier du chemin. Il se posta à la fenêtre de la cuisine et les regarda s'éloigner. La mère tirait presque l'enfant derrière elle. Elles atteignirent l'arrêt de bus, au bout de l'allée, juste au moment où un bus s'arrêtait dans un souffle. Elles montèrent et disparurent. Elles n'habitaient pas dans un beau quartier. Le trajet fut long. Il les mena des collines verdoyantes et calmes jusqu'au cœur gris et serré de la ville. Elles descendirent après plusieurs arrêts et parcoururent 3 rues. Là, les lampadaires étaient presque tous éteints. Les ombres s'accumulaient dans les porches. Élise serrait fort la main de sa mère, le regard fixé sur le trottoir. « Ne regarde personne. Ne dis rien. Sois invisible. » C'étaient les règles. Leur appartement se trouvait au 3e étage d'un immeuble de briques décrépit. Le couloir sentait l'huile de friture et l'humidité. Sarah tâtonna avec ses clés, les mains encore tremblantes, puis réussit à ouvrir. Elle poussa la petite à l'intérieur. « Va dans ta chambre, ma puce. Change-toi. » L'appartement était minuscule, une cuisine étroite donnant sur un petit salon. Un homme était assis sur le canapé affaissé, regardant un jeu télévisé trop fort sur un vieux poste. Il s'appelait Michel Haas. Il ne leva pas les yeux quand elles entrèrent. « T'es en retard, » dit-il. Sarah s'arrêta net près de la porte. Le bus était lent, Michel. Il y avait des embouteillages. « Ne me mens pas, Sarah. » Il tourna la tête. C'était un grand homme, mais son visage était bouffi et pâle, ses yeux petits et durs. « Le bus est toujours lent, » reprit Michel d'un ton sec. « Tu es parti en retard. Qu'est-ce que tu faisais? »« Rien, j'ai juste dû finir. »« Monsieur Thorne avait des invités, » mentit Sarah d'une voix faible. Elle savait que le mensonge ne tiendrait pas. Élise tenta de se glisser derrière le canapé pour rejoindre le petit couloir menant à sa chambre. « Où tu crois aller ?» lança Michel, sa voix claquant comme un fouet. La fillette s'arrêta, les épaules remontées. « Faire mes devoirs » murmura-t-elle. Il la fixa longuement, froidement. « Qu'est-ce que t'as sur la joue, Élise ?» Porta instinctivement la main à son visage. « Rien. »« T'as pleuré » ricana-t-il. « Non, je suis juste fatiguée. »« Elle est fatiguée, Michel. » Laisse-la, intervint Sarah, en s'interposant, lui cachant la vue de l'enfant. « Je vais préparer le dîner. » Le regard de Michel glissa vers Sarah. « L'argent, il est tout. »« Là, » répondit-elle, en sortant quelques billets de la poche de son manteau. « Il m'a payé en liquide comme tu voulais. »« Donne. » Il tendit la main. Sarah compta lentement les billets et en garda discrètement un. « Tiens. » Michel lui arracha l'argent et le recompa. « C'est pas la somme. Si, c'est pas la somme, Sarah. » Il se leva brusquement, immense devant elle. « Ce vieux te vole, hein? Non, il paye toujours pareil, je te le jure. Ou alors c'est toi qui me voles. Après tout ce que je fais pour toi. Non, Michel, jamais. » Sa voix tremblait. Elle ouvrit sa main et lui donna le dernier billet qu'elle avait gardé.
J'allais juste acheter à manger. C'est moi qui ferai les courses, répondit-il en fourrant l'argent dans sa poche. Tu me prends pour un idiot. Son regard passa au-dessus d'elle, vers Élise qui se tenait collée contre le mur. Il la pointa du doigt. Et toi, tu fermes ta gueule chez ce vieux riche compris. Tu dis rien de ce qui se passe ici. C'est une affaire de famille. Élise hocha la tête sans lever les yeux. Oui, monsieur. Va, ordonna Sarah d'une voix étranglée. Va dans ta chambre, Élise. La fillette courut, ferma la porte et s'adossa contre elle. La porte n'avait pas de verrou. Elle entendait encore leur voix. « Qu'est-ce que t'as fait à ton bras ?» grogna Michel. Élise comprit qu'il s'adressait à elle à travers la porte. « Quoi ton bras ?»« Tu le tiens bizarrement. Montre-moi. »« C'est le bleu d'Yvette de Sarah. D'hier, quand elle est tombée. » Michel la regarda, puis regarda la fillette. Un sourire lent, désagréable, étira ses lèvres. Ouais, maladroite comme sa mère. Il éclata d'un rire bref, dur, puis attrapa ses clés sur la table. Je sors. Que le dîner soit prêt quand je rentre. Et qu'il soit bon. La porte claqua, l'immeuble vibra. Sarah et Élise restèrent figées dans le silence. Longtemps, aucune ne bougea. Puis Sarah s'effondra sur le canapé, le visage dans les mains secoué de sanglots étouffés. Élise sortit de sa chambre, s'approcha et posa une main sur son bras. « Ça va, maman » chuchota-t-elle. « Il est parti. »« Non, ma chérie, ça va pas » sanglota Sarah en la serrant fort contre elle. « Je suis désolée, tellement désolée. » Élise ne pleura pas. Elle savait que pleurer ne servait à rien, ça ne faisait que le mettre plus en colère. Pendant ce temps, dans la villa sur la colline, Arthur Thorne était assis dans le noir. Il n'avait pas allumé les lumières. La lune traçait de longues bandes pâles sur le parquet de son bureau. Il était un homme patient. Il avait attendu 7 ans pour reprendre une société rivale, 30 ans pour trouver le dernier tableau de sa collection secrète. Il pouvait attendre tout sauf cela, car ceci n'était pas une affaire, c'était une enfant. C'était la famille de Michel Aubry. Son grand-père, le général Thorne, avait été un homme dur de fer et de règles, mais il avait toujours eu une faiblesse pour les hommes qui avaient servi sous ses ordres. Il parlait de Michel Aubry avec un respect rare et silencieux. Il avait plus de courage qu'un régiment entier, Arthur. Il m'a sauvé la vie. Il est mort pour que je rentre chez moi. La famille Thorne devait à la famille Aubry une dette de sang, et Arthur Thorne payait toujours ses dettes. L'idée que la descendante de cet homme vive dans la peur lui glaça le sang. Son téléphone vibra sur le bureau. L'écran s'éclaira d'un numéro masqué. « Parlez, dit-il. Jean à l'appareil, monsieur. » La voix était nette proche. La mère s'appelle Sarah Petit, 34 ans, veuve. Son mari, Daniel Petit, est mort il y a 3 ans sur un chantier. La fille, Élise Petit, 11 ans, bonne élève, d'après les dossiers assidus jusqu'à cette année. 12 absences en 3 mois. Et l'homme demanda à Arthur. Michel Haas, 38 ans. Il vit avec elle depuis 6 mois. Casier violence vol mineur. 2 plaintes pour harcèlement classées sans suite. Arthur serra les accoudoirs de son fauteuil. C'est lui qui les frappe. Tous les signes le laissent penser, monsieur. Sarah a été 2 fois aux urgences en 4 mois, une chute dans l'escalier, puis une intoxication alimentaire. Intoxication, répéta Arthur. En réalité, côte cassée. Je vois, murmura-t-il, le regard glacé. Ils contrôlent aussi leur argent, ajouta Jean. Depuis 5 mois, elle encaisse ses salaires au lieu de les déposer. Elle a contracté plusieurs prêts rapides. Lui ne travaille pas officiellement, mais dépense dans les bars et les paris. Il les saigne, dit Arthur, la voix basse. Oui, monsieur. Et, pour la fillette confirmation. Elle était bien l'arrière-petite-fille du caporal Michel Aubry héros de 1944, tué lors de la Libération. Même unité que votre grand-père.
décoré de la croix de guerre à titre posthume. Donc c'est vrai, souffla Arthur. Oui, monsieur, leur lignée n'a jamais reçu de soutien. Des décennies de malchance et de pauvreté. Sarah est la dernière descendante. Arthur regarda la vieille photo sur l'étagère, deux soldats souriants. L'un avait bâti un empire, l'autre avait laissé derrière lui un héritage de sacrifice. Et maintenant, sa petite fille vivait dans la peur. Jean dit-il d'une voix calme, « Je vais mettre fin à cela. Trouvez-moi une solution légale définitive et qui les protège toutes les deux. Cet homme est violent, monsieur, il ne lâchera pas facilement. » « Je ne suis pas un homme violent, » répondit Arthur en se levant. « Mais je suis un homme très puissant. Trouvez-moi sa faille, son point d'accroche, ce qu'il chérit le plus. L'argent sans doute. L'argent oui, mais les hommes comme lui aiment surtout le pouvoir. Trouvez la source de son pouvoir et trouvez-moi le moyen de la lui retirer. » « Bien, monsieur, et je veux des yeux sur cet appartement dès ce soir. S'il lève encore la main sur elle, je veux le savoir. »« C'est déjà en place, monsieur. »« Parfait. » Arthur raccrocha. Il resta encore longtemps devant la fenêtre, observant la ville endormie. Il n'était plus l'écrivain solitaire qu'on croyait. Il redevenait Arthur Thorne, et il avait désormais une guerre à mener. Les jointures d'Arthur blanchirent sur l'accoudoir de son fauteuil. « Il leur fait du mal, » dit-il d'une voix glaciale. « Tous les indices le prouvent. »« Monsieur, » répondit Jean, « Sarah Petit est allée 2 fois aux urgences ces 4 derniers mois. D'abord pour une chute dans l'escalier, ensuite pour une intoxication alimentaire. »« Intoxication ?» demanda Arthur vivement. « En réalité, elle a été soignée pour une côte cassée. » Arthur ferma les yeux. Cette femme terrifiée, cette enfant maladroite. Ils contrôlaient aussi leur argent. Sarah déposait autrefois ses salaires, poursuivit Jean. Depuis 5 mois, elle les encaisse en liquide. Plusieurs demandes de prêts express à son nom récentes. Michel Haas n'a pas d'emploi déclaré, mais il dépense dans les bars et les jeux clandestins. « Il les vide ?» gronda Arthur. « Oui, monsieur. Et il y a autre chose au sujet de la famille. »« Parle. » »« Vous aviez raison. Élise est bien l'arrière-petite-fille du caporal Michel Aubry tué en 1944. Même régiment que votre grand-père, le général Thorne, décoré de la croix de guerre à titre posthume. » « Donc c'était vrai, » souffla Arthur. « Oui, monsieur. Sa lignée n'a jamais été soutenue. On leur a remis la médaille, mais rien d'autre. Une suite d'infortunes et de pauvreté. Sarah est la dernière descendante. » Arthur regarda la photo sur l'étagère, 2 jeunes hommes souriants. L'un avait bâti un empire, l'autre avait laissé un héritage de sacrifice. Et maintenant, sa dernière héritière vivait battue au 3e étage d'un immeuble délabré. Jean dit-il enfin, « Je vais en finir. Trouvez-moi un moyen légal permanent et sûr pour les protéger. Cet homme est violent, monsieur. Il ne lâchera pas facilement. » « Je ne suis pas violent, » répondit Arthur en se levant, s'approchant de la fenêtre. « Mais je suis très puissant. Trouvez sa faille, ce qu'il chérit, plus que son contrôle sur elle. L'argent propose à Jean. Tout le monde aime l'argent, mais les hommes comme lui aiment surtout le pouvoir. Trouvez la source de son pouvoir et retirez-la lui. J'y travaille déjà, monsieur. Une dernière chose, Jean. Je veux des yeux sur leur appartement ce soir même. Si cet homme les touche encore, je veux le savoir à l'instant. C'est déjà fait, monsieur. Une équipe est sur place. » Bien. Arthur raccrocha. Il resta devant la fenêtre plus d'1 heure, regardant la nuit tomber sur son quartier paisible. Il n'était plus un écrivain retiré. Il redevenait Arthur Thorne, et il avait une guerre à mener. Les 2 jours suivants furent un brouillard de peur glacée pour Élise. Michel était à la maison. Toujours. Il restait affalé sur le canapé, la télévision hurlant buvant des bières qu'il laissait traîner par terre.
Il surveillait chacun des gestes de Sarah. « Tu balayes trop fort, Sarah. »« Pardon, Michel, je ferai plus doucement. » Élise restait dans sa chambre. Elle essayait de lire ses manuels, mais les mots dansaient sur la page. Chaque bruit lui faisait sursauter le cliquetis d'une canette, les pas lourds de Michel, les excuses étouffées de sa mère. Le mercredi, elle dut aller à l'école. Sarah l'accompagna jusqu'à l'arrêt de bus. Ses yeux étaient gonflés, un nouveau bleu se devinait sous le fond de teint. « Sois sage, ma puce, » murmura-t-elle en lui remontant la capuche contre le vent. « Ne parle à personne. »« D'accord, maman. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon ange. » À l'école, Élise se sentit invisible. Elle s'assit au fond de la classe. La maîtresse Madame Gabel annonçait un projet d'histoire. Les élèves travailleraient par deux sur une figure célèbre de l'histoire de France. La classe s'agita, les enfants cherchaient leur binôme. Élise s'enfonça sur sa chaise. Elle n'avait pas d'amis. Personne ne la choisissait jamais. Une fille aux tresses rousses. Émilie se retourna. « Tu veux être ma partenaire ?» Élise resta muette de surprise et hocha la tête. « Super, on pourra travailler chez moi. Après les cours, ma mère fait les meilleurs gâteaux du monde. » Le ventre d'Élise se serra. « Je peux pas. »« Pourquoi? »« Je dois rentrer tout de suite. Maman a besoin de moi. »« Ah, d'accord, » dit Émilie déçue, avant de se tourner vers un autre camarade. Élise baissa les yeux sur son bureau. Une brûlure monta dans sa gorge. Elle aurait voulu aller chez Émilie, manger des gâteaux, faire un exposé, juste vivre un après-midi normal. Mais c'était impossible. Demander à Michel aurait été une catastrophe. Elle passa le reste de la journée silencieuse, comme elle l'avait promis à sa mère. Quand elle rentra, Michel était de pire humeur encore. La télévision était éteinte, l'appartement plongé dans un silence dangereux. « Elle est tout amère, aboya-t-il. »« Je sais pas, » murmura Élise. « Au magasin. »« Elle est partie depuis 1 heure, » grogna Michel en faisant les 100 pas dans le petit salon. 1 heure pour aller chercher du lait. Il pensait qu'elle appelait quelqu'un pour parler de lui. « Non, elle ferait pas ça, » dit Élise, le cœur battant à tout rompre. « Qui sait ce que tu sais ?» ricana-t-il, saisissant son sac à dos pour le renverser par terre. Les livres et les cahiers se répandirent sur le sol. Les devoirs, pathétiques. Il saisit son manuel d'histoire. « Tu sais qui était célèbre, mon paternel. Il aurait pu être boxeur pro. Il m'a appris à me battre. » Élise resta là tremblante. « Donne, » barra-t-il. « Tout. Et toi? Tu me dis si elle appelle quelqu'un. Tu me dis si elle dit quelque chose. Tu seras ma petite taupe, compris? »« Oui, » murmura-t-elle en se relevant pour ramasser ses affaires. « Sinon, » souffla-t-elle. « Sinon, ça lui arrive aussi. » La porte s'ouvrit. Sarah entra en courant, un petit sac en papier à la main. « Je suis rentré, Michel. Désolé, la queue était interminable. » Il se retourna vers elle, un sourire lent et glacial aux lèvres. « On parlait justement de toi, non, Élise ?» cria-t-il. Élise se précipita dans sa chambre et enfouit sa tête dans l'oreiller. Elle ne voulait pas entendre la suite. Le lendemain jeudi, Arthur Thorne était dans son bureau sans lire attendant. Son téléphone sonna exactement à 10 heures. « Jean, monsieur, j'ai ce dont vous avez besoin. » La voix de Jean était calme, mais teintée d'une satisfaction contenue. « Michel a un sérieux problème de jeu, » annonça-t-il. « Je m'en doutais, » répondit Arthur. « À qui il doit de l'argent? » À un petit bookmaker local, Silvio Rossi. Pas un gros bonnet, mais dangereux. Il gère des combines au fond de son bar. Michel lui doit près de 8 000 € et devait rembourser il y a 2 jours. Arthur sentit le premier mécanisme se verrouiller dans son esprit. Rossi était furieux, très furieux. « On a entendu une conversation, » reprit Jean.
Rossi a donné jusqu'à ce week-end. S'il n'a pas l'argent, ses hommes vont lui casser une jambe. Michel était désespéré. Il cherchait d'autres prêts rapides, mais il est blacklisté. Voilà pourquoi il terrorisait Sarah. Il avait besoin de son salaire de chaque centime. Exact, monsieur. Il pense que c'est sa seule issue. Arthur fit tourner ses doigts sur le bureau, pensant au bleu à la côte cassée, à la peur tout ça pour quelques milliers, afin de payer un truand. C'était pathétique, écœurant. Et quoi d'autre? Voilà la partie intéressante, monsieur. Silvio Rossi est ambitieux. Il veut se développer. Il tente d'obtenir un prêt pour racheter l'immeuble où se trouve son bar. Il veut passer dans la légalité, mais son dossier est mauvais. Aucune banque ne le suit. Arthur se pencha. Un homme qui voulait devenir un commerçant respectable. Exact. Il est coincé dans son monde violent, mais il veut sortir. Une idée se forma dans l'esprit d'Arthur complexe, comme ses opérations, mais simple en son fond du levier. « Jean, dit-il, crée une société de foncière. Je veux que vous rachetiez cet immeuble aujourd'hui. » Il y eut une demi-seconde de silence. « Racheter l'immeuble. »« Oui, monsieur, je trouverai le propriétaire. Vous verrez qu'il est en défaut sur son prêt. Vous achèterez la créance auprès de la banque pour une bouchée de pain. À 17 heures, la dette nous appartiendra. L'immeuble de Rossi nous appartiendra. Et ensuite, vous organisez une rencontre, pas avec Michel. Je ne veux pas parler à cette brute. Je veux rencontrer Monsieur Rossi. Dites-lui que son nouveau propriétaire souhaite discuter du bail et de son avenir. Ça attirera son attention. C'est le but, monsieur. Les types comme Michel ne comprennent que la force. Les Rossi comprennent les affaires. On va lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. On lui échange un locataire indésirable contre un carnet d'adresses propre. C'est propre, monsieur, et c'est définitif. Rossi fera le sale boulot, il fera partir Michel et l'effacera de leur vie. Et il sera content de le faire. Faites en sorte que ce soit fait, conclut Arthur en raccrochant. Il ne ressentit aucune victoire, seulement une résolution froide. Il utilisait un requin pour se débarrasser d'un parasite. Ce n'était pas propre, mais c'était nécessaire. Il regarda la photo de son grand-père et de Michel Aubry. « Nous payons notre dette », murmura-t-il à la photographie. C'était plus que mérité. Il savait que Sarah et Élise devaient revenir le lendemain vendredi. Il les verrait une dernière fois, en sachant tout cela. Il ferait semblant d'être le reclus aimable. Mais il savait assis dans son silence que sa vie recluse était terminée. Cette enfant arrière-petite-fille de Néro lui avait rappelé qui il était. Il était une épine, et les épines protègent les leurs. Le vendredi matin, l'air était vif et tranchant. Dans un bureau vitré, au 34e étage d'une tour du centre-ville, Silvio Rossi s'assit mal à l'aise. C'était un homme habitué aux bars sombres et aux ruelles. La pièce silencieuse et luxueuse le mettait mal à l'aise. Cette pièce, propre, silencieuse et chère, mettait Silvio Rossi mal à l'aise. Il transpirait dans son costume bon marché. En face de lui, Jean, le représentant d'Arthur Thorne, paraissait né dans ce décor costume gris, parfaitement taillé, calme absolu, maîtrise totale. Monsieur Rossi, commença Jean en faisant glisser un dossier sur la table en acajou verni. Comme vous le savez, la société de mon employeur a acquis la dette en souffrance sur votre immeuble. Depuis 9h04, ce matin nous sommes vos propriétaires. Rossi eut un tic nerveux. Alors, vous êtes venu pour me virer, pour augmenter le loyer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ceci, répondit, Jean est une opportunité. Il tapota le dossier. Nous savons que vous souhaitez racheter l'immeuble et que les banques vous ont refusé. Mon employeur est disposé à financer l'achat dans son intégralité. Rossi le fixa interloqué. Comme ça d'un coup, personne n'est aussi généreux. Non, admit Jean, personne ne l'est. Où est le piège?
Qu'est-ce que je dois payer? Le président, c'est un petit service de nettoyage humain. Un homme nommé Michel Haas. Le visage professionnel de Rossi se mua en confusion. Michel, c'est un raté, un joueur minable. Il me doit 8 000 €, justement. C'est un problème, et mon employeur veut qu'il disparaisse. Pas de vos registres de la vie de 2 personnes qu'il terrorise. Une femme nommée Sarah Petit et sa fille Élise. Rossi se renversa sur sa chaise. Il comprenait le pouvoir, mais pas à ce niveau. Tout ça pour une femme de ménage et son gosse. « Vous voulez que je m'en occupe ?» demanda-t-il, utilisant cette expression sale et codée. « Soyons très clairs, » répondit Jean, sa voix devenue plus basse, mais dure comme l'acier. « Mon employeur se moque de vos 8 000 €. Il se moque de ce que vous ferez de Michel Haas. Il se moque de savoir si vous le revoyez un jour. Ce qui l'importe, c'est ceci. Vous ferez en sorte que Michel Haas quitte cet appartement et qu'il ne parle, ne voit, ni ne contacte plus jamais Sarah ou Élise Petit. Il doit disparaître de leur vie définitivement. »« Et si je le fais ?» demanda Rossi. « Si vous le faites, dit Jean, nous financerons intégralement l'achat de votre immeuble et nous oublierons les 50 000 € restants. Considérez cela comme vos honoraires. » Rossi eut le souffle coupé. 50 000 € nets et l'immeuble à lui. « Le piège ?» demanda-t-il encore méfiant. Le piège répondit « Jean, c'est ceci. Si un seul cheveu de la tête de cette femme ou de cet enfant est blessé, s'ils ont peur de vous ou de vos hommes, si Michel Haas les approche, encore une fois, l'accord est nul. Votre bar sera perdu et votre carrière d'homme d'affaires respectable finira avant d'avoir commencé. Nous vous écraserons, monsieur Rossi. » Est-ce clair? Rossi, pour la première fois de sa vie, se sentit minuscule. « Cristal clair, répondit-il. » Il se leva. « Michel attend que sa copine soit payée aujourd'hui. Elle bosse pour un riche. Dès qu'il aura l'argent, il rentrera à l'appartement. Nous l'y attendrons. » Bien dit Jean sans se lever. Il le suivit du regard jusqu'à la porte. Le piège était en place. À 15h30, Sarah et Élise arrivèrent à la maison d'Arthur. Le silence y paraissait plus lourd qu'à l'accoutumée. Arthur était assis dans son bureau. Il tentait de lire, mais les mots n'avaient plus de sens. Il écoutait le bourdonnement affolé de l'aspirateur dans le couloir, les petits pas d'Élise dans la cuisine. Il savait qu'il les renvoyait dans la gueule du loup, que Michel attendait, que les hommes de Rossi attendaient aussi. C'était un calcul terrible, mais nécessaire, les laisser rentrer une dernière fois pour s'assurer que le monstre serait éliminé à jamais. La culpabilité lui nouait la poitrine. Élise apparut sur le seuil du bureau, un chiffon à la main sans vraiment nettoyer. Elle le regardait seulement. « Monsieur Thorne, » dit-elle d'une voix si faible qu'on l'entendait à peine. « Bonjour, Élise. » Il posa son livre et lui donna toute son attention. Elle s'avança, regardant la vieille photo sur l'étagère, celle de son arrière-grand-père et du sien. « Maman, maman a peur, » murmura-t-elle. Le cœur d'Arthur se serra. « Je sais, mon enfant. Elle a peur de lui. Il veut son argent. » « Je sais. » Élise baissa les yeux vers ses chaussures. « Vous aviez demandé pour mon bras, le bleu. »« Je me souviens, » répondit-il doucement. « Je ne suis pas tombé de mon vélo. Je le sais aussi. » Les yeux d'Élise se remplirent de larmes, mais elle les retint. « J'ai peur qu'il lui fasse vraiment mal. »« Il ne le fera pas, » dit Arthur. Sa voix était douce, mais c'était une promesse d'acier. « Je ne le laisserai pas faire. »« Comment ?» demanda-t-elle d'une voix désespérée. « Il est trop fort. Il y a plusieurs sortes de force, Élise. » Arthur se leva, s'approcha de la photo. « Ton arrière-grand-père, lui, il était fort. Il s'est jeté sous les balles pour sauver des vies. » Arthur baissa ensuite les yeux vers Élise. « Être fort, dit-il doucement,
C'est aussi savoir se taire, supporter, attendre le bon moment. Et toi, tu as été très très forte. Élise appela Sarah depuis le couloir. « Où es-tu? On doit y aller. Ne dérange pas, monsieur Thorne. » Sarah apparut le visage pâle et couvert de sueur. « Je suis désolé, monsieur. Nous avons fini. Tout est terminé. » Elle tremblait de nervosité, impatiente de récupérer l'argent et de rentrer auprès de Michel. « Bien sûr. » Sarah répondit Arthur en se dirigeant vers son bureau. Il prit l'enveloppe de paiement à l'intérieur. Il avait glissé une somme bien plus importante que d'habitude. Il savait qu'elle n'en verrait pas la couleur. L'argent irait à Michel, puis à Rossi. C'était le prix à payer. « Tenez, dit-il. » Sarah attrapa l'enveloppe sans la compter, la glissa précipitamment dans la poche de son manteau. « Merci, monsieur Thorne. »« Merci. Allons-y, Élise. »« Cours, Élise, » dit Arthur. La fillette s'arrêta, se retourna vers lui. Il aurait voulu lui dire de rester d'appeler la police de se cacher, mais il savait que cela ne servirait à rien. Le système l'avait déjà abandonné. Il se contenta de la regarder. « Sois courageuse encore un peu. Tout va bientôt changer. » Élise le fixa de ses grands yeux clairs et hocha lentement la tête avant de courir rejoindre sa mère. Arthur les observa descendre le sentier de gravier, puis resta à la fenêtre jusqu'à voir le bus arriver et s'éloigner. Il avait l'impression d'envoyer la descendante d'un soldat retourner au combat. Son téléphone vibra. C'était Jean. « Elles sont dans le bus, monsieur. L'équipe de Rossi est en place. Tout se fera dans l'heure. »« Restez en contact, » dit Arthur. « Je veux être prévenu dès qu'elles seront en sécurité. Bien reçu, monsieur. » Arthur raccrocha et contempla sa maison vide et silencieuse. Jamais elle ne lui avait paru aussi froide. Le trajet en bus fut une agonie silencieuse. Sarah tapotait nerveusement du pied serrant, l'enveloppe dans sa poche. Élise, raide comme une statue, fixait le plancher. Lorsqu'elles arrivèrent dans leur quartier, l'immeuble semblait encore plus sombre que d'habitude. « D'accord, ma chérie, » murmura Sarah. « On entre, je lui donne l'argent. Il sera en colère. Toi, tu files dans ta chambre, tu mets ton oreiller sur la tête et tu ne bouges pas. »« Compris, compris, » maman dit Élise. Elles montèrent les escaliers. Le couloir était silencieux. Sarah inséra la clé dans la serrure et poussa la porte. Michel était là debout, au milieu du salon, tournant en rond comme une bête enfermée. « T'es en retard, » hurla-t-il. « Le bus. Il y avait des bouchons, » balbutia Sarah. « Donne-moi l'argent. » Il arracha l'enveloppe de ses mains, la déchira. Les billets tombèrent au sol. Il s'agenouilla, les ramassant à la hâte, tremblant d'excitation. « C'est bien, c'est plus... » C'est bien, dit-il en haletant. Il leva les yeux vers Sarah, un éclat fou dans le regard. « Tu vois, le vieux t'aime bien. T'aurais dû lui en demander plus. »« Michel, je t'en supplie, » murmura Sarah. « Calmons-nous, s'il te plaît. Calme, je suis libre. Je peux payer Rossi. Il me faut juste. » Un coup violent sur la porte fit trembler tout l'appartement. Michel se figea livide. Michel cria une voix d'homme depuis le couloir. « On sait que t'es là, Rossi veut te parler. Ouvre la porte. » Michel jeta un regard paniqué à Sarah. Toute son assurance s'était envolée. « Ne dis rien. Allez dans la cuisine toutes les deux. Vite, boum boum, t'as 5 secondes. » Michel, il se précipita pour ouvrir, tentant d'avoir l'air détendu. « Salut les gars. J'étais justement. » 2 hommes immenses, en costume sombre, remplissaient l'embrasure de la porte. L'un d'eux, le nez cassé, dit calmement « Rossi veut son argent. » Je l'ai répondit Michel en levant les billets. « Tout est là. » Enfin, presque tout. J'aurai le reste la semaine prochaine, je te jure. L'homme ne regarda même pas l'argent. Son regard glissa vers l'intérieur, s'arrêtant sur Sarah et Élise serrées l'une contre l'autre près du réfrigérateur.
Madame, excusez-nous, dit-il d'un ton adouci. On est juste là pour régler une mauvaise dette. Puis il se tourna vers Michel, sa voix redevenue dure. Et toi, tu ne paies pas. Quoi? Je viens de dire que... Tu viens avec nous? Coupa le second en lui saisissant le bras. Non, attendez, paniqua Michel. J'ai l'argent, prenez-le. Rossi veut pas seulement l'argent, répondit le premier en lui attrapant l'autre bras. Il veut discuter de ton avenir. T'es difficile à trouver et t'as embêté ces braves gens. Ils commencèrent à le traîner dehors. Michel se débattait hurlant. Sarah, dis-leur que tu paieras le reste. Sarah, aide-moi. Mais Sarah restait immobile, tenant Élise derrière elle, la main sur les yeux de sa fille. Elle secouait la tête, les larmes coulant sur son visage, des larmes de peur, mais aussi d'autres choses. On y va, Michel, lança l'un des hommes. Ils le tirèrent dans le couloir, la porte claqua violemment derrière eux. Élise et Sarah restèrent figées dans un silence brutal. On entendait encore les cris de Michel, qu'on traînait dans l'escalier. Puis le bruit s'éloigna et plus rien. L'appartement était calme. Il était parti. Élise s'écarta de sa mère, les yeux fixés sur la porte. « Il va revenir », chuchota-t-elle. Sarah glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir sur le carrelage sale de la cuisine. Elle regarda ses mains, puis la porte entr'ouverte. « Je ne crois pas, ma chérie, » murmura-t-elle, les larmes coulant enfin. « Je ne crois vraiment pas qu'il reviendra. » Arthur Thorne se tenait dans son bureau, plongé dans l'obscurité. Il n'avait pas bougé de la fenêtre. La lune était haute, éclairant son quartier endormi de riches demeures. Son téléphone vibra. Il décrocha. Monsieur dit la voix neutre et professionnelle de Jean. « C'est fait ?» demanda Arthur. « Oui, monsieur. Michel Haas a été intercepté par les associés de Rossi. Il a été retiré des lieux. Il ne reviendra pas. » Arthur ferma les yeux. Retirer un mot froid et propre, mais derrière une mère et une enfant enfin libres. Notre équipe a confirmé qu'elles sont seules dans l'appartement indemne. Elles ont verrouillé la porte après son départ. Arthur laissa échapper un souffle qu'il retenait depuis 2 jours. Saines et sauves. Enfin. Mais la froideur dans sa poitrine demeurait. Il avait résolu un problème, mais les avait laissés dans un autre. L'argent, Jean l'enveloppe de paie, oui, monsieur. Nous supposons que Rossi l'a maintenant. C'était le prix de la transaction. Donc, elles sont dans cet appartement, sans argent, sans nourriture, terrifiées, dit Arthur la voix rauque. C'était la seule façon de le faire partir. Monsieur, répondit Jean doucement. Je sais. Arthur se mit à marcher. Le protecteur avait accompli sa mission. Maintenant, c'était au milliardaire d'agir. Il est temps pour la 2e phase. Trouvez-leur un nouveau logement. Bien, monsieur. J'ai déjà une liste propre sur bon quartier scolaire. Je le veux prêt pour demain. Qu'elle quitte cet immeuble cette vie. Ce sera au nom d'une société écran, toutes dépenses prises en charge. Entendu, monsieur. Et comment leur présenter cela? Arthur s'arrêta. Il regarda la photo des 2 soldats, son grand-père et Michel Aubry. « On leur dira la vérité, » répondit-il, « ou du moins une partie. Monsieur mon grand-père devait la vie à cet homme. Il en parlait souvent. Il a cherché la famille Aubry après la guerre sans jamais la retrouver. » Arthur toucha le verre du cadre. « Nous les avons retrouvés. La famille Thorne s'acquitte d'une dette d'honneur. Ce n'est pas de la charité, Jean. C'est une restitution. » Un silence respectueux suivit. « Très bien, monsieur. Ce sera présenté ainsi, sous forme de fondation, le fonds Thorne-Aubry, de soutien et de mémoire, quelque chose de digne. » Parfait. Et Jean, la médaille, la croix de guerre que Sarah garde dans une boîte. Je veux qu'on lui trouve un écrin convenable et qu'on retrouve les dossiers militaires de Michel Aubry. Je veux qu'Élise sache qui elle est. Je m'en occuperai personnellement, monsieur.
Je les verrai demain matin. Merci, Jean. Arthur raccrocha. Il ne se sentait plus comme un homme riche, mais comme le petit-fils d'un soldat qui tenait enfin une vieille promesse oubliée. Dans le petit appartement du 3e étage, le silence était assourdissant. Un silence nouveau, non plus celui tendu qui précédait les colères de Michel, mais un vide profond, presque irréel. Sarah et Élise étaient blotties sur le canapé immobile depuis 1 heure. « Maman, » murmura Élise. « Oui, ma chérie, il est vraiment parti, hein ?» Sarah regarda la porte. Elle tenait toujours, le verrou aussi. « Oui, je crois que oui. » Élise resta un instant silencieuse. La peur compagne constante de ces 6 derniers mois commençait lentement à se dissoudre, laissant une étrange place vide. « Maman, j'ai faim, » dit-elle enfin. Le cœur de Sarah se brisa. Le soulagement fit place à une panique familière. La pauvreté. Elle fouilla dans son sac, le renversa sur le plan de travail, un baume à lèvres, quelques reçus froissés, 3 pièces et 10 centimes. Elle ouvrit le réfrigérateur, une demi-bouteille de ketchup et une vieille carotte. Plus d'argent. Michel avait tout pris. Personne à appeler. Plus personne au monde. Elle avait sauvé sa fille d'un monstre pour découvrir qu'elle ne pouvait même pas lui offrir un dîner. « Oh, ma chérie !» souffla Sarah. Et pour la première fois, elle craqua vraiment. Elle s'adossa au comptoir et éclata en sanglots, non plus discrets, mais profonds, déchirants. Élise courut vers elle, l'enlaçant de ses petits bras. « Ça va, maman. C'est pas grave. J'ai pas si faim. »« Non, ma chérie, » sanglota Sarah en la serrant fort. « Ce n'est pas vrai. Je suis désolée, Élise, je t'ai laissé tomber. »« Non, tu m'as pas laissé tomber. » répondit la fillette, la voix étranglée de larmes. « T'es courageuse, maman. T'es tellement courageuse. » Elles se tinrent ainsi, l'une contre l'autre dans la cuisine froide et sombre. Il n'y avait aucun plan, aucune nourriture, juste la fin de la route. Elles s'endormirent finalement sur le canapé affaissé, blotties sous leur unique couverture mince. Le lendemain matin, samedi, Sarah se réveilla au bruit de la ville, un camion qui klaxonnait des oiseaux, pas de télévision hurlante, pas de voix en colère. Un bref instant, elle sentit une paix légère l'étourdir. Puis on frappa poliment et vivement à la porte de l'appartement. Le corps de Sarah se raidit instantanément. La peur revint totale. « Qui est-ce » appela-t-elle d'une voix tremblante. « Madame Petit » répondit une voix masculine, calme, inconnue d'elle. « Je m'appelle Jean. Je suis un associé de Monsieur Arthur Thorne. Puis-je vous parler un instant? » Élise, réveillée, avait les yeux grands ouverts. « Monsieur Thorne. » Sarah s'approcha à pas feutrés de la porte, regarda par le judas et vit un homme en costume sombre et élégant tenant une serviette. Il paraissait bienveillant. Pas comme Michel, ni comme les hommes de Rossi. Elle enclencha la chaîne et le verrou ouvrit la porte d'un doigt. « Madame Petit » dit l'homme en lui adressant un petit sourire respectueux. « Je suis désolé de vous déranger. Monsieur Thorne s'inquiète pour vous. Il m'a envoyé. » « Inquiet, » balbutia Sarah. « Cela peut sembler étrange, » dit Jean, « mais je viens vous parler de votre arrière-grand-père, le caporal Michel Aubry. » Sarah le regarda stupéfaite. C'était bien loin de ce qu'elle imaginait. « Mon arrière-grand-père, » murmura-t-elle. « Oui, puis-je entrer? J'ai une bonne nouvelle. » Elle le laissa pénétrer. L'appartement était en désordre. L'argent que Michel avait laissé jonchait encore par terre. Jean fit comme s'il ne voyait rien et posa sa serviette sur la petite table de la cuisine branlante. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit-il, puis il parla pendant 20 minutes. Il raconta l'histoire du général Thorne, une bataille de 1944, et d'un héros nommé Michel Aubry, qui avait sauvé la vie du général et de bien d'autres. La famille Thorne a cherché les descendants du caporal Aubry pendant des décennies, expliqua Jean d'une voix chaude et sincère.
Une fondation a été créée pour les familles de cette unité, mais la piste s'était perdue jusqu'à la semaine passée. Quand Arthur avait entendu Élise prononcer le nom de son arrière-grand-père, il avait fait le lien et avait été profondément ému. Sarah resta muette, la main crispée, sur celle d'Élise, les jointures blanches. « Ce n'est pas de l'aumône, Madame Petit, dit Jean avec fermeté. C'est une dette d'honneur long tendue. » Il ouvrit sa serviette et en sortit un jeu de clés. Monsieur Thorne a organisé un nouvel appartement pour vous dans un quartier sûr, à proximité d'une des meilleures écoles de la ville. Le premier loyer est payé. Ensuite, la Fondation versera une allocation mensuelle pour couvrir toutes vos dépenses. Il glissa les clés sur la table. Sarah les regarda incrédule. « Je ne peux pas, articula-t-elle. « S'il le faut, dit doucement Jean. C'est le sacrifice de Michel Aubry qui a permis à la famille Thorne de prospérer. C'est son héritage. C'est votre héritage. » Il sortit ensuite une carte bancaire. « Ceci est pour vos besoins immédiats. Courses, vêtements, tout ce dont vous et Élise avez besoin. Une voiture vous attend en bas. Quand vous serez prête, elle vous conduira à votre nouveau logement. » Élise, silencieuse jusque-là, prit la parole. « Enfin, c'est lui, Monsieur Thorne. C'est bien lui qui a fait ça. L'homme de la maison. »« Oui, dit Jean. Monsieur Thorne tient à honorer les héros, et il estime que vous méritez d'être en sécurité. » Les larmes coulaient sur le visage de Sarah, mais cette fois, c'étaient des larmes d'incrédulité, non de peur. « Allez, dit Jean en se levant. Faites une valise. Laissez le reste. La Fondation meublera l'appartement. Prenez l'essentiel. » Il s'arrêta à la porte, puis dit « Monsieur Thorne m'a aussi demandé une dernière chose. » Il sortit d'un compartiment une magnifique boîte en bois garnie de velours. Sur le couvercle, le sceau de la croix de guerre était embossé. « Il m'a demandé de récupérer ceci, » expliqua Jean. Il se pencha, ouvrit une étagère encombrée et en tira une petite boîte en carton terni. Il en sortit la médaille sombre du temps. Il l'avait fait placer dans un écrin neuf doublé de velours bleu profond, afin qu'Élise sache toujours quel sang coule dans ses veines, le sang d'un vrai héros. Il tendit la boîte à Élise. Elle la prit. Elle était lourde. Elle l'ouvrit et contempla la médaille, puis regarda Jean puis sa mère. Pour la première fois depuis 1 an, un sourire traversa son visage. La voiture noire qui les attendait ne sentait pas la vieille nourriture, et l'humidité du bus, elle exhalait un léger parfum de cuir. Sarah et Élise s'assirent à l'arrière. Jean resta à l'avant, près du chauffeur silencieux, depuis qu'il avait aidé à porter leur unique petite valise. Élise serrait contre elle l'écrin en bois contenant la médaille. C'était la seule chose qu'elle avait emportée. Sarah tenait un vieux sac en toile usée. À l'intérieur, leur brosse à dents, quelques vêtements de rechange et un cadre photo, une jeune Sarah souriante tenant Élise bébé. Tout le reste avait été laissé derrière. La voiture roula une 20aine de minutes, quittant les quartiers gris et délabrés de la ville. Peu à peu, les rues devinrent plus propres bordées d'arbres. Elles passèrent devant un parc vert éclatant, sous le soleil du matin, avec une aire de jeu. Élise le regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse de sa vue. La voiture s'arrêta devant un immeuble en briques brunes. Ce n'était pas un palais ni une demeure comme celle de M. Thorne. C'était simplement un bel endroit, des fenêtres propres, des jardinières remplies de fleurs jaunes devant la porte. Un homme en uniforme bleu ouvrit la porte avec un sourire. « Bonjour, Madame Petit. Nous vous attendions. » La main de Sarah se resserra sur celle d'Élise. Jamais on ne l'avait attendue, quelque part. Elles prirent un ascenseur propre et silencieux jusqu'au 4e étage. Jean les conduisit au bout du couloir devant la porte 4B. Il introduisit la clé dans la serrure. « Bienvenue chez vous, dit-il en ouvrant.
La lumière les frappa d'abord. L'appartement baignait dans le soleil. De grandes fenêtres laissèrent entrer la clarté. C'était petit mais parfait, un canapé neuf et moelleux, un tapis propre, une petite table avec 2 chaises. Sarah avançait comme en transe vers la cuisine. Elle était minuscule, mais toute blanche éclatante. Jean ouvrit le réfrigérateur, il était plein. Du lait, du jus d'orange, des œufs, du beurre, un pain, du beurre de cacahuète sur le comptoir et un bol de pommes rouges. Sarah porta la main à sa bouche. Un sanglot lui échappa. Après des mois de peur de repas sautés pour nourrir sa fille, c'était un miracle. Tout cela vient du fond. Madame, dit Jean doucement. Pendant ce temps, Élise s'était avancée dans le couloir. 2 portes. L'une donnait sur la chambre de sa mère, l'autre sur la sienne. Les murs peints d'un jaune pâle. Un lit simple, recouvert d'une couverture bleue. Un petit bureau blanc, une lampe, une étagère. Elle entra, toucha le bureau, son bureau, un endroit pour faire ses devoirs, sans cri, sans peur. Puis elle revint en courant vers sa mère. Sarah s'appuyait contre le plan de travail, les larmes dévalant son visage. Élise l'enlaça. « C'est vrai, maman, » murmura-t-elle. « Je sais, ma chérie, je sais. » Jean posa une carte bancaire et un dossier sur la table. « Cette carte est pour vous, Sarah. Pour les vêtements, les fournitures scolaires, tout ce dont vous avez besoin. Le fonds réglera le loyer et les charges. Une allocation sera versée sur votre compte chaque lundi. » Il désigna la fenêtre. « L'école est à 2 rues d'ici. Élise y est déjà inscrite. Elle commence lundi. C'est une excellente élève, ils sont ravis de l'accueillir. » Sarah trouva enfin sa voix. « Monsieur Jean, pourquoi? Pourquoi fait-il tout cela? » Jean sourit avec douceur. « Monsieur Thorne est un homme discret. Il croit à l'équilibre des comptes. Votre arrière-grand-père a donné sa vie pour que le grand-père de Monsieur Thorne rentre vivant. Pour lui, c'est s'acquitter d'une dette ancienne essentielle. » Il hocha la tête vers Élise. Il pense que la famille d'un héros doit être traitée comme des héros. Vous êtes en sécurité maintenant. C'est tout ce qu'il voulait. Jean remit son chapeau. Je vais vous laisser vous installer. Mon numéro est dans le dossier. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Il referma la porte derrière lui. Le verrou neuf tourna doucement. Elles étaient seules dans la lumière tranquille d'un appartement sûr. Elles passèrent la journée à explorer. Elles rangèrent le lait dans le réfrigérateur étincelant. Élise posa la médaille dans son nouvel écrin, sur sa bibliothèque, le premier objet qu'elle déballa. Ce soir-là, pour la première fois depuis 6 mois, Sarah fit à dîner. Des œufs brouillés et du pain grillé. Pour elle, c'était un festin. Elles dormirent, sans peur, sans tendre l'oreille, au pas en colère. Pour la première fois, le silence n'était plus une menace, c'était la paix. Une semaine passa. Élise entra dans sa nouvelle école. Les enfants étaient gentils. La maîtresse, Madame Gabel, était la même que dans son ancienne école. Elle avait été transférée ici. Élise apprit plus tard qu'un don anonyme avait financé un nouveau programme d'histoire et permis à la meilleure enseignante d'en prendre la charge. Élise se fit une amie, la fillette aux tresses rousses, Émilie, qui vivait dans le même immeuble. Sarah, elle retrouvait des forces. Les cernes sous ses yeux s'effaçaient, le regard hanté disparaissait peu à peu. Elle recommençait à ressembler à la femme souriante de la photo. Un samedi après-midi, l'interphone sonna. « Allô, c'est Arthur Thorne. J'étais dans le quartier. Puis-je monter? » Le cœur de Sarah fit un bond. « Bien sûr. Oui, montez, » répondit-elle, jetant un regard affolé autour de l'appartement impeccablement rangé. Élise sortit de sa chambre les yeux écarquillés. « Monsieur Thorne ?» demanda-t-elle. On frappa. Sarah ouvrit la porte. Il était là. Il ne portait plus son vieux pull, mais un costume bleu foncé.
Il avait l'allure d'un homme puissant, de ceux qu'on voyait dans les tours de verre du centre-ville. Jean se tenait derrière lui, un léger sourire aux lèvres. « Monsieur Thorne, dit Sarah la voix tremblante. « Entrez, je vous en prie. » Arthur franchit le seuil, observa le petit appartement baigné de soleil et hocha la tête satisfait. « Cet endroit vous va bien, dit-il, de sa voix calme et posée. « Je ne sais pas comment vous remercier, balbutia Sarah. « Ce que j'ai fait, répondit-il simplement, c'est ce que votre grand-père aurait exigé. » Il posa les yeux sur Élise. Alors la nouvelle école. « Elle est bien, répondit la fillette moins timide qu'avant. J'ai une amie et mon propre bureau. Je suis heureux de l'apprendre, dit Arthur. Élise alla chercher la boîte en bois sur son étagère et la lui tendit. « Monsieur Jean nous a raconté pour mon arrière-grand-père et votre grand-père. » Arthur regarda l'écrin. C'était un homme très courageux. Élise leva vers lui ses yeux d'enfant, pleins d'une gravité trop grande pour son âge. Elle avait vu trop de choses, et comme Arthur, elle ne manquait rien. Elle voyait l'homme bon qui écoutait ses devoirs, l'homme puissant dans son costume, et l'ombre froide qu'elle avait déjà perçue dans son regard, le jour du bleu sur son bras. « C'est vous, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle. « Élise quoi ?» demanda Sarah déconcertée. « C'est vous, le fond, » dit Élise en le fixant. « Le fond Thorne-Aubry, c'est vous. » Tout ça. Arthur soutint son regard. Il ne mentit pas, ne la prit pas pour une enfant. « Oui, » répondit-il simplement. « Et Michel, » dit Élise d'une voix basse, « il est parti pour de bon. C'est vous aussi, n'est-ce pas ?» Sarah eut un souffle coupé. Elle le regarda, la compréhension montant lentement en elle, les hommes venus chercher Michel, le moment précis. Arthur s'accroupit à hauteur du regard de l'enfant. « Ta mère m'a dit que tu étais tombée de ton vélo. Je savais que c'était faux. Tu m'as dit que tu étais maladroite. Je savais aussi que c'était un mensonge. » Il resta silencieux un instant, la voix lourde. « Ce que j'ai vu, ce que j'ai découvert, m'a brisé le cœur. Je ne pouvais pas laisser faire. » Il désigna la médaille. « Cette médaille signifie que le sang de ta famille est celui d'un héros, d'un homme qui protégeait les autres. Je ne pouvais pas rester sans agir pendant que sa descendance souffrait. » Il se releva et regarda Sarah. Michel Haas était un homme mauvais. Il est parti. Il ne vous fera plus jamais de mal. C'est ma promesse. Vous êtes libre. Sarah comprit enfin. Cet homme discret et solitaire avait mené une guerre pour elle, une guerre silencieuse et secrète. Il avait utilisé son pouvoir, sa fortune, non pour lui, mais pour les sauver. « Vous nous avez sauvés, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Vous nous avez sauvés. »« Votre grand-père a d'abord sauvé ma famille, » répondit Arthur doucement. « Je ne fais que régler la dette. » Il se tourna vers la porte. « Jean restera votre contact. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Votre tâche. Sarah, c'est de guérir. » Puis, il regarda Élise, un léger sourire aux lèvres. « Et toi, ta tâche, c'est d'avoir 11 ans. C'est tout. Sois une enfant. Le monde est sûr pour toi maintenant. » Arthur et Jean partirent. Sarah referma la porte, s'y adossa submergée de soulagement, au point d'en avoir les jambes tremblantes. Élise s'approcha de la fenêtre. En bas, le parc brillait sous le soleil. Émilie, sa nouvelle amie, l'y aperçut et lui fit signe de la main. Élise répondit d'un geste. Puis elle regarda la médaille sur son étagère, et sa mère qui, pour la première fois depuis des années, souriait vraiment. Les bleus avaient disparu. La peur aussi. Le cœur de la petite fille et celui du milliardaire secret n'étaient plus brisés. Ils guérissaient ensemble. Et c'est ici que s'achève notre histoire. Si vous êtes restés avec nous jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a permis de vous évader un instant, de respirer un peu loin du quotidien. Dites-moi où et comment vous l'avez écouté,
peut-être en rentrant du travail, en conduisant de nuit ou simplement en vous détendant. Laissez un commentaire, je les lis tous. Et si vous souhaitez qu'on se retrouve pour d'autres histoires, un j'aime ou un abonnement aide beaucoup. Merci d'avoir partagé ce moment.